Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Zapping. Vous avez bien kiffé celui d'hier. On va continuer sur notre lancée. On a l'affaire Notre-Dame de Bétaram, les amis. Petit rappel, 112 plaintes, 50 ans d'agression, des violences physiques, en veux-tu, en voilà, des violences sexuelles couvertes par Monsieur Bayrou, et tout ça passé sous silence. On va écouter Manuel Bompard qui était invité au micro de RTL. Décennies après les faits, l'affaire des violences, agressions sexuelles et viols présumés du collège-lycée Notre-Dame de Bétaram va-t-elle rattraper François Bayrou? Pour qu'on comprenne bien, ça fait plus d'1 an. Bon, déjà, c'est bien que les médias commencent à en parler, parce que je me suis dit, mon gars, faut attraper la veste de Bayrou, on parle quand même d'un énorme scandale. Que le parquet de Pau enquête sur des centaines de plaintes et des témoins affirment que François Bayrou avait connaissance des accusations, mais qu'il n'a rien fait. Manuel Bompard, est-on face à un scandale ou essaie-t-on de faire mousser une affaire qui ne concerne en rien l'actuel Premier ministre? Non, je crois qu'on est face à, malheureusement, ce qui s'apparente de plus en plus à un scandale d'État. Bah ouais. On parle d'une affaire qui est une affaire d'une incroyable gravité. On parle de 112 plaintes de violences et de violences sexuelles pendant une durée qui est quasiment une durée de 50 ans. Et on parle de Monsieur Bayrou, qui a été ministre de l'Éducation nationale dans cette période, président du conseil départemental. Il était ministre de l'Éducation de 93 à 97. Exactement. Et lui dit que la première plainte, elle est en 98. Mais ça, c'est factuellement faux et vous pouvez le vérifier puisqu'il y a eu une plainte pour violence en 1996. Donc pendant la période dans laquelle Monsieur Bayrou était ministre de l'Éducation nationale. Voilà, faut pas croire que Bayrou, il avait pas des responsabilités avant, les mecs, hein, parce que, ok, il est Premier ministre, mais il était ministre de l'Éducation. On parle d'un homme qui a occupé toutes les positions de pouvoir permettant d'agir. Il pouvait agir par rapport à ça, et pourtant, rien. Pire, il aurait été mis au courant à plusieurs reprises et n'a rien dit. Il le dit encore, monsieur Bompard, et d'ailleurs, il y a un excellent article de Mediapart qui en parle. Et puis, il a été président du conseil départemental, et puis il a été député de cette circonscription. Et on apprend depuis, et tout ça est largement documenté par plusieurs médias, que un juge, une enseignante dans cet établissement catholique, une victime a signalé ces faits à Monsieur Bayrou. Et donc, il ne peut pas, comme il l'a fait, s'enfoncer dans le mensonge, puisqu'il a menti à 2 reprises devant l'Assemblée nationale sur ce sujet. C'est extrêmement grave. C'est vrai qu'il a menti, les gars, mais comment est-ce possible? Comment un scandale d'une telle ampleur a-t-il pu rester dans l'ombre pendant un demi-siècle, hein? Je vais pas faire le mec, mais un demi-siècle. Par pitié, les mecs. En France, quand il s'agit d'abus dans certaines institutions, le réflexe est toujours le même: étouffer, minimiser, protéger les puissants. Il y avait l'église à l'époque, il y avait maintenant l'État, t'avais aussi les locaux avec les députés, etc. dans des scandales. L'église, d'ailleurs, c'est vrai que c'était passé sous silence, mais avec la libération de la parole, vas-y, on a vu que maintenant, médiatiquement parlant, l'église était au cœur de scandales durant les dernières années. Mais quand il s'agit de Bayrou, moi je comprends pas pourquoi il y a un silence de la part des médias. On parle d'une affaire extrêmement grave. D'ailleurs, pensez aux victimes. Ils veulent tellement, même les médias, hein, les médias veulent tellement stabiliser le pouvoir en étouffant par exemple une affaire comme Bayrou, parce que littéralement le mec doit démissionner. Il a menti à l'Assemblée nationale à 2 reprises. Il doit démissionner, sachant en plus que l'extrême droite, ils sont bien mignons eux aussi. Le RN, voilà, qui n'a pas voté la censure. On parle quand même d'un parti politique qui passe son temps à faire des tweets sur des gamines qui sont agressées ou des gamins, la violence entre mineurs qui augmente, agression physique. Mais par contre, tout ce qui est bail sexuel, crime sexuel, pas un tweet de Bardella, pas un tweet de Marine Le Pen, pas un commentaire à l'Assemblée nationale. C'est un scandale. Bon, David Guiraud toujours en clash là. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie, il était contre Darmanin. Laissez-moi écouter vite fait là. Bon, comme d'habitude, monsieur Guiraud, vous êtes dans l'invective, dans des propos ignominieux. Et on connaît à la fois votre extrémisme, vos relations avec des personnes qui ne respectent pas la République, chacun les connaît. Et vous avez été vous-même à plusieurs reprises dans la presse devoir dû... Non, mais je maintiens tout à fait. Bravo, monsieur Guiraud, il suffit de consulter rapidement Internet. Heureusement, il n'est pas encore dans le dictionnaire. Mais surtout, ce que je veux dire, monsieur Guiraud, c'est que ce qui est certain, monsieur Guiraud, c'est que vous êtes loin d'être un homme courageux. Vous attaquez personnellement citant le président du département du Nord comme un homme dangereux. Mais c'est vrai qu'il y avait une feuille qui est sortie, un petit papier qui est sorti sur le président du Nord. Vous savez que Darmanin et David Guiraud sont en guerre, entre guillemets, pour la conquête du Nord. On va dire ça comme ça. Il y a les municipales. David Guiraud aimerait être maire de... Alors, est-ce que c'est Roubaix ou Waterloo? Je ne sais plus exactement.
et il y a aussi d'autres adversaires politiques, parce que vous savez que le RN aussi est dans cette bataille pour conquérir le Nord. Vas-y, on va essayer de mettre un peu de piment à cette vidéo là. Oui, c'est une conquête les mecs, faut dire les termes. Et il n'est pas là pour vous répondre, monsieur Guiraud. Vous êtes un je suis courageux mort. à petits bras. Monsieur Darmanin, Oh, réponse. cher voisin, Cher voisin, bah ouais. voisin, Tu vois? quand vous accusez les gens d'avoir des accointances avec d'autres, dites les noms. Soyez courageux. Mais voilà, mais je l'attendais, l'imam Iqiyoussen. C'est la personne avec qui monsieur Darmanin mangeait, faisait des dîners. Non. Parce que quand on regarde sur Internet, c'est ce qui se passe. Oh. Ah, what the fuck, le montage. L'imam Iqiyoussen dîner avec Darmanin. C'est vraiment des enfants les politiques. Moi j'aime bien. Ah, j'aime bien les montages comme ça. Quant à monsieur Poiré, quant au président du département, vous m'accusez de l'acheter parce qu'il n'est pas là. Pardon, excusez-moi de vous rappeler que moi, je l'ai eu en face de moi il y a une semaine, je lui ai dit les choses qu'il avait à dire. Et de la même manière qu'il y a une semaine, j'étais en bas de l'hôtel du département avec des milliers de Monsieur travailleurs Guiraud, de la on va prévention, s'arrêter là. justement pour lui rappeler ses responsabilités. Eh ben, c'est très tendu là. Hein. Vivant les municipales l'année prochaine, les mecs. Il y aura beaucoup de déçus. Ça va faire mal. Victime devient le répéter à l'école privée de Notre-Dame de Bétaram. Il lit la lettre qu'il a envoyée à François Bayrou. Attends. Il lit la lettre qu'il a envoyée à François Bayrou. 1957 arrive au dortoir un jeune ecclésiastique dont nous avions une peur irraisonnée. La suite vous la subodorez. Venir la nuit soutane ouverte, accroupi au pied de mon lit, pour venir me faire des attouchements et des fellations. Vous dire que j'étais terrorisé et incapable de la moindre réaction. Puis il allait faire sa macabre mission sur d'autres copains. Avait toujours le même lexique. Rendormez-vous, c'est rien, c'est rien. Il lit la lettre qu'il a envoyée à François Bayrou. Non mais c'est une dinguerie. Mais les mecs, enfin les amis, enfin les médias commencent à en parler un petit peu parce que ça fait presque une semaine maintenant qu'il y a ces révélations dans la presse, surtout sur Mediapart. Donc là, je parle vraiment de la presse écrite, mais jamais relayé par... Bah attends, je vais regarder au hasard. Hein. Reporter sur Frontières Médias, est-ce qu'ils ont parlé ou est-ce que j'ai été médisant? J'ai été médisant ou pas? Pour l'instant, je vois toujours rien en rapport avec Notre-Dame. Y a rien, les gars. Hein. Moi, je comprendrai jamais l'extrême droite. Attends, c'est peut-être ça? Non, c'est pas ça. Je comprendrai jamais l'extrême droite quand c'est des crimes sexuels, quand c'est des scandales d'État qui sont liés à des enfants qui ont été touchés par des adultes. Y a rien. Là, je suis pas fou, les mecs. Depuis tout à l'heure, je scroll, y a rien. Ah non, Notre-Dame, d'accord, super. Franchement, n'importe quoi. Les gars, hier, j'avais vu Meyer Habib contre David Guiraud. Le successeur de Meyer Habib, Madame Caroline Yadan, c'est pas facile aussi. Hein. Sa version féminine à Meyer Habib, elle est tout aussi chiante. D'ailleurs, petite news, les mecs, petite update. À ce qui paraît, le Conseil constitutionnel, alors je crois que c'est le CC qui s'occupe de ça, va potentiellement invalider la députation de Caroline Yadan. Donc peut-être qu'il y aura de nouvelles élections législatives. Affaire à suivre, mais en tout cas, on va écouter vite fait le clash qu'il y a eu il y a quelques semaines entre Aymeric Caron et Caroline Yadan. Notre groupe, avec des accusations extrêmement graves, puisqu'elle a accusé notre groupe d'être responsable d'une résurgence, d'une remontée de l'antisémitisme en France. C'est une dinguerie de dire ça. Et surtout, nous a accusé d'attiser la haine des Juifs. C'est extrêmement grave à nos yeux, puisque, comme vous le savez, aucun de nos membres n'a jamais tenu le moindre propos antisémite. Ils n'ont jamais été condamnés. Jamais pris aux Juifs. Ce n'est absolument pas, bien évidemment, ni notre philosophie, ni notre manière d'envisager l'humanité. Et nous en avons assez. C'est absolument intolérable que cet incident, cet accident grave ait pu se passer dans l'hémicycle sans aucune réaction de la présidente de l'Assemblée nationale et sous les applaudissements du parti antisémite de l'Assemblée, à savoir le Rassemblement national. Donc nous allons évidemment réagir, on ne va pas laisser passer ça. On va demander au bureau des sanctions contre Caroline Yadan. On sait que le bureau est capable de donner des sanctions contre des députés, notamment lorsqu'il y a un tumulte. Je laisse mon collègue Gabriel Amar expliquer ce que nous allons mettre en place. C'est vraiment force à vous, la France Insoumise. Hein. Je ne cesserai de le répéter. On peut ne pas être d'accord avec ses opinions, avec ses idéologies, mais de faire croire que la France Insoumise est antisémite, c'est vraiment le truc le plus ridicule que j'ai jamais vu depuis la guerre entre le Hamas et Israël. Vraiment, je trouve ça ridicule. Ils n'ont jamais été condamnés. Et plus récemment encore, j'ai vu que Mathilde Panot a été relaxée, je crois. Relaxée, blanchie de cette accusation d'apologie de terrorisme ou / antisémitisme ou je ne sais pas quoi.
c'est ridicule, vraiment. Hein. Si vous pouvez me dire en commentaire pourquoi vous estimez que la France Insoumise est antisémite, ben putain les mecs, je serais ravi de vous lire et même d'argumenter derrière. Parce que franchement, y a rien, hein. Le frigo est vide les mecs. Moi, ça fait plaisir de revoir Thomas Guénolé sur un plateau hors TPMP, hein, Sud Radio. Bon, on peut ne pas l'apprécier parce que c'est peut-être un mauvais gauchiste ou parce que c'est la serpillière de Cyril Hanouna, peu importe. Mais venez, on écoute au moins ses arguments. Vas-y les gars. Allez, on va pas tout le temps s'énerver. Dès qu'on évoque un fait divers impliquant un jeune, qu'il soit jeune adulte ou adolescent, si jamais il a touché à des jeux vidéo, ressort le débat, les jeux vidéo rendent-ils violents? Je viens de le voir sur une chaîne. Que BFM. À l'instant, c'est en bandeau. Les BFM, jeux vidéo rendent-ils violents? Non. Voilà, je le dis pour être parfaitement clair, non. Et je vais prendre mon propre cas. Pourquoi vous êtes aussi sûr? Bah oui, non, mais bien sûr. Je vais prendre mon propre cas. Je m'y suis mis tard hein, au gaming. Je m'y suis mis pendant la pause Covid. Je m'y suis mis, alors j'aime bien ce qu'on appelle les FPS, c'est-à-dire First Person Shooter, c'est-à-dire en gros vous voyez votre main et votre arme et puis vous tirez quoi. Et donc à l'heure où je vous parle, je suis dans les jeux vidéo personnellement responsable de plusieurs milliers de morts. Hein. Oui, mais sur les jeux vidéo. Justement, c'est là que je veux en venir. C'est que s'il y avait un lien entre la violence dans les jeux vidéo et la violence dans la vie, je devrais personnellement être un tueur en série et ce n'est pas le cas. Et nous sommes vraiment très nombreux dans ce... Bon, l'analyse, elle est un peu très soft, c'est très débutant, mais bon, on nous explique qu'un adolescent devient un criminel parce qu'il a trop joué au FPS, je vois un peu ce qu'il veut dire, mais il faut pas oublier une chose, les gars, il y a des personnes, enfin, en tout cas, nationalement, il y a des millions de gens qui jouent chaque jour à des jeux vidéo pendant des heures et des heures et des heures. Donc imaginez le chiffre de la violence. Imaginez, genre si on pouvait faire une aparté entre le nombre de kills que tu fais sur Valorant et le nombre de kills que tu fais dans la vraie vie. Ah les gars, il n'y aurait plus personne sur Terre quoi. Mais je vois un peu ce qu'il veut dire. Mais la vision, elle est très soft. Il n'aurait pas allé plus en profondeur. Mais attends, il reste quelques secondes, je vais voir s'il va aller en profondeur. Deuxième... élément complémentaire, Fortnite. Le jeu Fortnite a été mis en cause dans l'affaire de la petite de la gamine, de Louise, qui a été lardée de coups de couteau. Sauf que Fortnite, vous avez entre 25 et 30 millions de joueurs tous les jours. Ça n'entraîne pas des massacres à la tronçonneuse. Voilà, mais il a raison sur ça. Et puis il y a un autre angle aussi à attaquer. Genre, au lieu d'accuser Fortnite, vous pouvez dire qu'il y a un problème sur la déscolarisation des élèves, l'abandon des services sociaux aussi, la santé mentale qui a été délaissée d'ailleurs, la santé mentale qui devait être une cause nationale de Michel Barnier. Bon, bah, le mec, il a pas tenu, quoi. Attends, je vais regarder la deuxième vidéo. Dès qu'on évoque un fait divers, la délinquance des mineurs, elle s'est effondrée ces dernières années. C'est-à-dire qu'on avait 200 000 mises en cause autour de l'année 2010, et en 2023, on est à 121 000. Donc c'est vraiment une très 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 forte baisse. Par ailleurs, le poids des mineurs parmi les délinquants, il a aussi fortement baissé. C'était 22% des délinquants en 1998, et en 2023, c'est 12%. Donc, je suis le premier à admettre qu'on a des faits divers particulièrement sordides et qui doivent être châtiés avec la plus grande sévérité. Moi, je suis pareil que toi, Thomas Guénolé. Faut pas oublier une chose, les gars, c'est que c'est les médias qui décident aussi. Hein, parce que là, il nous parle en statistiques. Il nous dit que la délinquance chez les mineurs a fortement baissé. C'est ces stats. Je pense que les stats sont consultables sur Internet. Mais vous allez encore avoir ce sentiment que les jeunes sont extrêmement violents. Vous avez ce sentiment, pourquoi? Parce que vous allumez trop ces news, les mecs. À un moment donné, il faut dire les termes. Ok, il y a de la montée de la violence, il n'y a pas de souci. Mais sur les statistiques, quand tu pointes ton nez dans les chiffres, rien que les chiffres, c'est pas la même chose, les mecs. Hein. C'est pas la même chose. Donc, tu auras encore des Darmanin ou des Retailleau qui vont nous dire, que moi, je m'en fous des chiffres, il n'y a que le réel qui compte. Bah, frérot, quand même, faut être un peu plus intellect, quand même. Faut arrêter d'avoir du ressenti, faut arrêter d'être soumis à ses affects. Mais il faut souligner que si on raisonne sur les grandes masses, en fait, non seulement la délinquance des mineurs est rare, mais en plus elle est... Regardez, elle est même pas intéressée, hein. La Elisabeth Lévy, je sais pas quoi de CNews. Quantitativement en train de s'effondrer. J'ajoute que les agressions au couteau, parce qu'on parle beaucoup de ça, ça correspond, en nombre par an, ça correspond à 0,06% de la population française. Donc non, vous ne risquez pas, dès que vous croisez un jeune, de vous faire larder de coups de couteau, ça n'est pas vrai. Sur la question de l'excuse de minorité, en dessous de 13 ans, l'excuse de minorité est totale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être poursuivi pour vos crimes et vos délits. Entre 13 et 16 ans, vous avez des peines divisées par 2 par rapport à ce que prendrait un adulte. Et entre 16 et 18 ans, c'est pareil, mais le juge peut décider que vous, au cas par cas, que vous serez jugé comme un adulte. En termes de discernement, pour comprendre les conséquences de vos actes, ce que nous dit la pédopsychiatrie, c'est qu'avant 14 ans, les ados ne comprennent pas bien les conséquences de leurs actes. Que entre 14 et 16, ils comprennent à peu près, avec plus ou moins de maturité selon les ados, et que
en règle générale, à partir de 16 ans, ça va, ils comprennent les conséquences de leurs actes. Et Mais c'est là où c'est du grand n'importe quoi de la part de l'extrême droite, parce qu'ils veulent utiliser... ils veulent dire que les jeunes de 14 ans peuvent prendre extrêmement cher en années de prison. Moi, je comprends pas un truc. C'est que, ok, il y a une montée de la violence, mais on est totalement aveuglé par le fait de se dire qu'on n'est même plus capable de juger correctement nos enfants. On va tout mélanger, on va dire... Il y a tellement de violence en France que, ok, dès qu'il y a un mec de 14 ans qui fait une bêtise, une grave bêtise, un crime, on va le juger comme un adulte, hop là, perpétuité. Juste parce qu'il y a une montée de la violence en France. On perd toute notion de réalité. Et c'est là où ça devient dangereux, et c'est là où la société commence à me faire peur, parce qu'on perd les pédales, les mecs, hein. C'est n'importe quoi, genre c'est... Faut tranquille, cas par cas, faut voir un peu comment ça se passe. Un mec de 14 ans, il est pas conscient de ses actes, il a raison, hein, il a raison. Et donc on a un problème à ce niveau-là. C'est de la pédopsychiatrie, les mecs. Hein. L'excuse de minorité, elle fonctionne, je viens de le rappeler, potentiellement jusqu'à 18 ans. Et donc, moi, ma position sur ces sujets-là, c'est de dire qu'il faut carrément supprimer l'excuse de minorité entre totalement 16 et 18 à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, à mon avis, vous devez être ça responsable. se comprend, et donc ça, vous devenez responsable pénalement. Pour ces gens, ça se comprend. Parce que je fais partie des gens qui, dans ma famille de pensée, c'est-à-dire à gauche, considèrent qu'on doit donner le droit de vote à 16 ans. Je demande à mes amis, en termes de famille de pensée, d'y réfléchir. Vous pouvez pas d'un côté être pour le droit de vote à 16 ans et de l'autre pour l'excuse de minorité de 16 à 18. Ça n'est pas cohérent. J'entends ce qu'il dit, le Thomas Guénolé. Ok, il prend de plus en plus de place maintenant. TPMP lui a donné de la lumière. Maintenant, il est invité chez Sud Radio. Non, franchement, attends, il a combien d'abonnés maintenant? Je voudrais rassurer le 69 000 abonnés, le poteau. Sur la question de la délinquance et de la criminalité. Ah, c'est quoi ce bordel? Mineurs. Ah, c'est bon. 69 000 abonnés, le poteau. Soit jeune adulte ou adolescent. Eh, ça m'énerve là, c'est quoi ce bordel? Oh, Twitter, vous me faites chier là, c'est pas possible ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit le Golnadel mes couilles là sur CNews? On va écouter ça. C'est sur l'affaire Louise encore. Exactement le genre de type que je ne pourrais pas défendre. Je serais dans l'incapacité, je serais mauvais pour le défendre. Je ne lui trouve, ni en tant qu'avocat, ni en tant que citoyen, pas le moindre commencement d'excuses, y compris les excuses sociales, puisqu'il n'est même pas de... Non mais je veux dire, pour moi, pardon de vous le dire, on a affaire à un salaud intégral. Oui. Un salaud intégral. Le type, il est majeur, hein. Il a 23 ans, il n'est pas né d'hier. Et c'est un lâche. Il avait cherché une petite fille 2 jours avant, il recherche encore une petite fille, parce que c'est plus facile avec une petite fille. Où que je tourne mon regard, je ne lui trouve pas le début d'un commencement d'excuses. Et je lui souhaite vraiment la peine la plus sévère qui puisse être, qui ne sera jamais à la hauteur de son forfait et de la douleur qu'il cause à ses parents, aux parents de la petite. Waouh. Alors, on termine avec les dessous des cartes, le plan de Trump sur la Palestine, Gaza, avec aussi la Jordanie, l'Égypte, etc., qui veulent... Bon, d'après Trump, Trump veut forcer la Jordanie et l'Égypte à récupérer les Palestiniens. Ils sont pas d'accord, ces derniers. On leur demande même pas leur avis. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de Gaza, avec un cessez-le-feu plus fragile que jamais, entre nouvelles exigences de Trump, mauvais état physique des otages et préparatifs israéliens de reprise des combats. Dans ce contexte, le roi de Jordanie était reçu hier à Washington. Cette photo montre le malaise du souverain qui, s'il a annoncé hier accueillir prochainement 2000 enfants gazaouis malades, refuse toujours catégoriquement d'accéder à l'injonction de Trump, lequel somme l'Égypte et la Jordanie de devenir les nouvelles terres d'accueil des Palestiniens. Le projet de Trump, les expulser de Gaza, territoire qu'il veut transformer en complexe touristique. Je suis certain à 99% de parvenir à un accord avec l'Égypte, a dit hier Trump. Alors en attendant de savoir si Le Caire et Amman, fortement dépendants des États-Unis sur le plan économique et militaire, céderont ou non, on a voulu revisiter l'histoire compliquée que la Jordanie entretient avec la question palestinienne. Sortons nos cartes. La Jordanie compte 11,3 millions d'habitants sur un territoire de 92 000 km² et environ la moitié de cette population est d'origine palestinienne. Ah ouais. La création de l'État d'Israël le 14 mai 1948 a mis le royaume jordanien en première ligne face à un État hébreu alors considéré comme un ennemi par les voisins arabes. Dès le lendemain de la proclamation du nouvel État juif, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Irak et l'Égypte rentrent en guerre contre Israël. Après la défaite des nations arabes en 1949, la Jordanie devient une terre d'accueil pour des centaines de milliers de Palestiniens. De même, en 1967, après la guerre des 6 jours, les Palestiniens fuient, une fois encore, et trouvent refuge dans des camps de l'autre côté du Jourdain. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, dirigée par Yasser Arafat, est installée à Amman depuis 1964. En quelques années, l'OLP a créé un État dans l'État jordanien et elle menace la stabilité du pays, d'abord en organisant la résistance à partir des camps de réfugiés, puis en cherchant à renverser le régime jordanien.
Ah ouais. Septembre 1970, lors de ce que l'on a appelé Septembre Noir, l'armée jordanienne bombarde les partisans de l'OLP. Yasser Arafat et les Fédayines sont alors expulsés vers le Liban. Hussein se réconciliera avec Arafat 10 ans plus tard, et progressivement, il va changer sa position vis-à-vis d'Israël. Il renonce d'abord à toute prétention territoriale sur la Cisjordanie et sur Jérusalem-Est. Et en 1994, la Jordanie signe un traité de paix avec Israël. La Jordanie et l'Égypte ont été les 2 premiers pays du monde arabe à faire la paix avec Israël, puis il y eut les accords d'Abraham, et le Maroc, le Soudan, les Émirats et Bahreïn établissant à leur tour des relations avec Israël. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite conditionne sa signature des accords à la création d'un État palestinien, toute la question étant de savoir si les pays arabes auront les moyens d'imposer leur vision de la région à Trump et à Netanyahou. Putain, mais l'Arabie Saoudite, ils vont se manger une pression de la part des Américains, hein, parce que tant que les accords d'Abraham ne sont pas signés, la paix entre Israël et l'Arabie Saoudite, oulala, c'est un peu encore en suspens. Mais c'est ouf l'histoire du complexe, hein. Attends, c'est où? Complexe touristique dans la bande de Gaza, mais rendez-vous compte. Moi, je veux bien entendre que Trump, il aimerait la paix, il aimerait plus de morts, etc. Mais il veut tellement aussi la mainmise sur le pétrole qui est ici, mais surtout sur la stabilisation de la région du Moyen-Orient. Il veut stabiliser la région, il n'y a pas de problème, mais attention à sa manière de stabiliser la région. Sous quelle forme? C'est quoi la paix selon Trump? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, les amis. Enfin bon, quelle histoire de merde, hein, vraiment. Ça me fait tellement de la peine pour les Palestiniens. Bref. Merci d'avoir regardé cette review, les amis. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Twitch. Je serai normalement en stream ce soir à partir de 19h30. On va écouter la longue interview de Dominique de Villepin avec Hugo Décrypte. Je sens qu'on va passer une très très bonne soirée. Allez les amis, je vous attends. Bonne soirée à tous.